Bonsoir à tous. Alors merci d'être là et tout d'abord on va présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Donc on va commencer avec Clémentine par présenter en fait les constats qui nous semblent importants sur une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Ensuite, 3 groupes d'intervenants vont monter sur scène pendant une trentaine de minutes chacun. Et puis enfin, vous pourrez poser vos questions sur environ 30 minutes. Donc ce qu'on vous demande, c'est évidemment de peut-être garder vos questions, les noter, pour pouvoir les poser à la fin. On espère aussi que la conférence permettra d'elle-même de répondre à des questions. Donc on va quand même se donner ce temps de questions-réponses à la fin en donnant priorité au présentiel. Donc voilà, donc tout d'abord, on a pensé à ce titre, cours verte et matière grise. Pourquoi ? Parce que en fait, on le trouvait assez riche de plusieurs de jeux de mots en fait qu'on pouvait faire avec ces différents mots et qui nous ont beaucoup inspiré les parties de la conférence. Vous allez le voir, on s'en est un peu servi. Et ensuite, réintroduire le vivant dans les cours d'école pour favoriser l'épanouissement de l'enfant. En fait, on tenait pas mal à ce mot de vivant. Pourquoi ? Tout simplement pour englober l'ensemble du vivant, donc pouvoir parler de l'enfant, de l'humain qui nous intéresse bien évidemment, mais aussi du reste du vivant, à savoir le monde végétal et le monde animal, et qu'on nommera volontiers la nature. On va s'autoriser ce mot ce soir pour faire la distinction entre les deux. Voilà. Donc on va commencer par une série de constats, parce qu'il nous semble important de commencer par ça. C'est-à-dire bien comprendre ce qui nous pose problème, et comprendre aussi ce qu'on observe quotidiennement depuis longtemps dans le département, dans les cours. Donc c'est l'extrême pauvreté de la cour d'école. Voilà ce qu'on constate. Et c'est devenu pratiquement systématique, toute taille de commune confondue, comme l'a dit Delphine. Et c'est devenu une tendance générale. Voilà. Et donc, on ne va pas citer on va bien comprendre le problème, mais on ne veut pas citer d'exemples particuliers, bien évidemment, on n'est pas là pour ça, mais c'est plus de parler d'un modèle qui est devenu général et qui est un modèle passé, qui pour nous est à re-questionner. Donc, voilà. Pauvreté d'abord du cadre de vie Pauvreté du cadre de vie depuis l'intérieur. Quand on imagine qu'on est un enfant et qu'on est usager de cette cour, on constate cette pauvreté et puis ce caractère très gris de la cour. Mais aussi pauvreté depuis l'espace public. L'espace public qui nous permet de constater que en fait, la cour est un prolongement de l'espace de la voirie. Et on a toujours une vision assez claire sur ces cours puisqu'elles sont assez ouvertes à la vue. Et puis, on peut aussi constater, alors voilà, c'est plutôt pour l'aspect, le caractère routier, comme on le disait, l'extension de la voirie. On constate aussi quand même que souvent, il y a une attention qui est portée à l'architecture, c'est-à-dire qu'il est assez admis, commun, que l'architecte est le personnage qui conçoit les cours d'école. Qui conçoit le bâtiment, excusez-moi. Et donc voilà, on va concevoir des bâtiments économes en énergie, adaptés aux enfants, avec un travail sur les ambiances intérieures qui est riche, et donc des ambitions fortes sur le bâti. Mais les cours, elles, restent souvent délaissées, non traitées, et comme si elles étaient objet d'aucune attention particulière, en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que souvent, les paysagistes, je veux bien qu'on voit la diapo d'avant, ne sont pas forcément missionnés pour traiter ces cours d'école. Or, effectivement, le métier de paysagiste-concepteur est bien le métier qui est dédié à cela. Et puis, évidemment, lorsque les espaces extérieurs ne sont pas qualifiés, on a beau avoir une architecture de qualité, les vues qu'on a sur l'extérieur sont souvent également assez pauvres. Et donc, les ambiances sont appauvries. Et alors, on va finir par cette vue qui nous intéresse beaucoup et qui nous fait sourire, puisqu'en fait, on peut parfois tomber sur ce type d'aménagement. Donc, on peut noter comme la volonté de rompre avec le tout bitume, de verdir, entre guillemets, les espaces. Mais on va tomber sur, en quelque sorte, un non-sens, c'est-à-dire, on va verdir des cours vertes en matière grise, et donc tomber sur ce type d'aménagement qui nous laisse un petit peu pantois. Donc, ces constats généraux nous permettent en fait de questionner le rapport au vivant. Deux choses dans le vivant, donc on l'a dit, quelle est la place de la nature dans ces aménagements et quelle est l'attention portée aux besoins de l'enfant dans ces aménagements. Et en fait, on va regarder cela à travers 3 composantes récurrentes de l'espace, c'est-à-dire le sol en enrobé, le vide, qu'il soit de nature ou d'usage, et enfin les clôtures techniques. Donc on va observer ça un peu de plus près. Donc quelle est la place de la nature ? Alors déjà, on peut dire qu'on constate avec ce sol en enrobé qu'on a un impact assez massif sur l'artificialisation, l'imperméabilisation des sols. Voilà, on peut parler de cela au global, puisqu'effectivement ces surfaces additionnées ont à elles toutes quand même un petit impact. Et on a des conséquences que l'on connaît tous, c'est-à-dire l'absence d'infiltration des eaux de pluie avec cela. Et puis, évidemment, ces eaux sont rejetées au réseau classique des eaux pluviales. Ce réseau sature, on le sait, déborde et pollue les milieux en aval.
Donc cela occasionne aussi des inondations qui sont de plus en plus fréquentes et assez graves parfois. Et enfin, on a une rupture dans la continuité des sols vivants. C'est-à-dire qu'on a une rupture dans la trame brune, ce qu'on appelle la trame brune, la biodiversité des sols qui rend en revanche de nombreux services écosystémiques. Ensuite, ce sol également dénote une absence d'attention portée à l'arbre et à ses besoins vitaux. Pourquoi ? Souvent, le matériau vient jusqu'au collet de l'arbre et ce qui va se passer, c'est que l'arbre ayant besoin d'effectuer de nombreux échanges avec le sol, mais aussi avec l'eau, avec l'air dans ce sol, donc il doit toucher ce sol évidemment, l'arbre aura besoin de beaucoup de nutriments et il va tenter de soulever, en fait, l'enrober en premier lieu pour justement faire ces échanges. Mais rapidement, s'il ne peut pas le faire, il va tomber malade, il ne pourra plus se nourrir du sol. Et donc il va tomber malade, il va devenir dangereux et on va conclure qu'il faut l'abattre. Donc c'est un petit peu la récurrence qu'on observe souvent. Ensuite, par rapport à la question du vide, le vide de nature. Alors là, on va constater l'absence parfois de végétal et d'habitat pour la biodiversité. Parfois, c'est une absence totale. Parfois, on a quelques végétaux, mais là, c'est une absence totale. Et ce qui va se passer, c'est la rupture des corridors écologiques, par exemple des haies bocagères. Et on a dans le département un réseau important de haies bocagères qui subsiste, un paysage bocager riche. Et là, on a vraiment une rupture assez forte qui s'installe. Et enfin, par rapport à la clôture, ces clôtures, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles sont souvent très banalisantes. Elles banalisent les paysages, puisque ce sont les mêmes clôtures, qu'il s'agisse d'une école ou d'une zone d'activité. Et là, on peut se demander quelle différence entre les limites d'une école et celle d'une zone d'activité. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux besoins et à la place de la nature. Donc je vais laisser la parole à Clémentine. Donc on va maintenant s'intéresser aux besoins de l'enfant et pour introduire cette petite partie, voilà, on va vous proposer de prendre la place quelques instants d'un enfant et notamment se mettre en fait à sa hauteur pour questionner dans un premier temps le sol massivement enrobé. Donc quel ressenti physique quand on est à la place d'un enfant, donc de petite taille, à proximité quotidienne, vraiment de quelques mètres de haut, dans un environnement massivement goudronné. L'été, les chaleurs montent énormément, les températures montent énormément, et le sol, effectivement, devient brûlant. Ce qui occasionne un inconfort d'usage. La cour devient impropre aux activités de récréation et globalement d'efforts d'activité physique. Ce revêtement, il a aussi la particularité d'être blessant en cas de chute. Et pourquoi est-il blessant ? Mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas pensé, pas forcément adapté à l'enfant. C'est initialement un revêtement rugueux qui a été pensé pour maintenir une certaine adhérence des véhicules sur les voies de circulation. Et on peut se questionner sur l'impact d'un tel revêtement, donc issu de la pétrochimie, à long terme, sur la santé des enfants. Donc on a tous un peu, faut se remémorer cette sensation qu'on a tous un jour eue, d'un peu d'asphyxie à proximité d'une nappe fraîchement coulée. Et là, encore une fois, l'enfant, il a quelques mètres de haut, il prend de plein fouet ces émanations de goudron, en fait. Ensuite, on va questionner le vide. Dans cette partie, on va surtout questionner le vide d'usage. Donc, rappelons, pour introduire là aussi cette partie, qu'un enfant, il va évoluer environ 3 heures par jour dans une cour, au minimum. Et dans ce cas précis, donc, on peut regarder sur ces photos, où l'aménagement est effectivement globalement plat, des revêtements de sol très goudronnés, et globalement en fait une absence d'usage défini, d'aménité, de texture. On peut se demander quelle stimulation de l'imaginaire, quelle stimulation des sens apporte ce type de revêtement aux enfants. Quel impact à long terme sur leurs émotions, sur leur bien-être aussi mental, et quels impacts à terme sur le développement psychomoteur. Quand on voit ces jeunes enfants, ça nous pose quand même question sur la curiosité de ces enfants, est-ce que ça suffit pour un enfant de cet âge-là d'évoluer dans ces milieux qui sont globalement stériles. Quand il y a un usage apporté, donc qui vient un peu habiter ce vide, c'est souvent des terrains donc de pratiques sportives. Sauf que ces pratiques sportives, elles sont souvent mobilisées par des jeunes garçons et sont relégués en périphérie de ces cours les filles et tous les autres usages globalement. Donc on a des pratiques, des terrains et des pratiques sportives qui viennent complètement
envahir l'espace de la cour, qui est logiquement un espace où tous les jeunes enfants peuvent trouver un temps de récréatif, d'apaisement et de temps libre. Donc, on a vu avec Mathilde effectivement que les cours d'école, elles sont donc marquées dans leur périphérie par des clôtures effectivement techniques, banalisantes pour le paysage, et globalement à hauteur d'enfant, en fait, on se rend compte qu'elles sont. Cette photo a été prise à hauteur d'enfant. Elles sont en fait très hautes. Elles sont très hautes et on peut imaginer que pour un enfant, c'est très angoissant d'évoluer constamment dans un contexte qui est effectivement très fermé finalement. Alors il est fermé physiquement, mais globalement il entretient une certaine perméabilité de manière à faciliter le travail de surveillance des encadrants. Et globalement, on peut du coup se demander quel échappatoire ont les enfants lorsqu'ils évoluent constamment dans des sphères collectives. Comment est-ce qu'ils peuvent se recentrer, s'isoler quelques instants pour échapper effectivement à l'agitation d'une cour d'école. Donc on arrive aujourd'hui à un paradoxe. Le développement de l'enfant, il est au cœur des préoccupations de l'adulte. On se soucie de son développement moteur, de son bien-être mental. Et pour autant, le cadre de vie qu'on lui offre au quotidien, il est très souvent pauvre en aménité, en fait, en stimulation. Globalement, il est parfois même complètement stérile. Et globalement, on se retrouve sur un cadre de vie qui n'est pas attentif aux besoins de l'enfant. Alors, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc pour cela, on vous propose une petite rétrospective historique. Alors cette rétrospective historique, elle n'a pas l'enjeu de faire une description exhaustive de l'évolution des établissements de la petite enfance, mais plutôt de mettre en relation l'évolution de la cour avec l'évolution des enjeux sociétaux et donc des besoins, des besoins de la cour et globalement le rapport de l'intérieur des bâtiments scolaires avec l'extérieur et donc la cour. Alors, on va vous présenter différentes périodes sur lesquelles on a vraiment observé une évolution très claire de la cour d'école. Donc, on va commencer à la fin du 19e siècle. C'est un peu le démarrage de l'aventure de l'architecture scolaire avec différentes lois, dont la loi Ferry, qu'on connaît tous, qui va rendre obligatoire et gratuite l'école. Donc, c'est une époque où, du coup, les communes, donc c'est la première colonne, c'est une époque, du coup, la plupart des communes françaises vont construire dans ce qu'on appelle des mairies-écoles. Donc ces mairies-écoles, elles ont un caractère clairement monumental où on va avoir des bâtiments en front de voie qui vont constituer un front bâti continu et qui vont du coup former à l'arrière des écoles qui vont être complètement isolées du coup de l'espace public. Ces écoles, elles sont de proportions globalement parallélépédiques, rectangulaires, de manière et très plate, de manière à simplifier la surveillance de l'encadrant dans l'enseignant. Elles vont être revêtues de sols parfois enherbés, souvent stabilisés, qui vont permettre l'accueil des différentes fonctions telles que les usages récréatifs, le jeu, mais aussi les activités sportives qui sont effectivement la gymnastique. À cette époque, on a une petite photo qui le montre bien. Et cette cour, elle va aussi devoir être adaptée à la restauration des jeunes enfants, à une époque où, on le rappelle, la restauration collective n'existait pas encore. Et pour cela, pour répondre à tous ces usages-là, elle est généreusement arborée. On le voit bien sur le plan masse et sur le plan schématique juste en dessous. Elle est arborée pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre de vie qui permet ces différentes fonctions. Un peu plus tard, dans les années 20, on a la mise en avant des théories hygiénistes, notamment due à la pandémie. Donc, ce n'est pas le Covid à l'époque, c'est plutôt la tuberculose. Donc, on a une forte dissociation de la ville, une rupture plutôt de la ville polluée, surpeuplée, et une mise en avant des qualités de la vie à la campagne. C'est notamment l'époque où on va construire les cités-jardins.
Et dans ce cas précis, là, on vous montre l'exemple de Suresnes. Suresnes, une des rares références en fait d'écoles de plein air en France. Là, on constate clairement une vraie évolution de la cour. La cour, elle est majoritairement en herbé. Au nord, on a quelques parties qui sont effectivement stabilisées, qui permettent le jeu, les activités récréatives. Mais même sur ces parties stabilisées, on a globalement des endroits très arborés. Ce qui est très frappant à cette époque, et on le voit bien sur la photo, c'est que globalement, la cour va vraiment faire partie intégrante du fonctionnement de l'école et de la classe. Les classes vont largement s'ouvrir sur ces espaces qui sont non pas plats, mais plutôt vallonnés pour stimuler les perceptions et qui vont permettre de ventiler les espaces d'apprentissage et d'en faire des espaces apaisés où l'enfant est vraiment stimulé dans ses apprentissages moteurs aussi, ces apprentissages divers. Donc, c'est l'époque l'expérimentation plutôt des écoles de plein air. Elle va rapidement s'essouffler en France, parce que déjà on trouvera un vaccin contre la tuberculose, mais en plus de ça, donc il y a la guerre qui arrive. Et suite à cette guerre, les logiques de reconstruction qui vont en fait complètement influencer les enjeux de cette époque. On va devoir construire vite et devoir construire grand. Vite parce que on connaît tous l'explosion démographique de cette époque où il y a une vraie demande, une gonflée des effectifs, mais aussi pour s'adapter à différentes lois qui vont demander à ce que l'enseignement devienne mixte et globalement obliger aussi l'enseignement à aller couvrir les âges jusqu'à 16 ans en fait. Donc globalement, les effectifs vont monter. Donc on observe là aussi une évolution, encore une fois, de la cour d'école. Et il y a les procédés de construction en fait qui vont permettre de répondre à ces cadences de construction. La standardisation en fait va procéder à un changement majeur, c'est que les bâtiments ne sont plus tenus en fait de s'implanter en fond de voie. Et globalement, ce qui se passe, c'est que du coup, la cour s'ouvre sur l'espace public, elle s'ouvre sur la ville. Donc, ces cours, globalement, dans leur dimension, elles ressemblent un petit peu en fait aux mairies-écoles, mais elles sont beaucoup plus vastes. Donc, elles vont être principalement donc soit stabilisées, et on a globalement, à partir de cette époque, des sols qui vont devenir goudronnés, pour, là encore, faciliter la surveillance des jeunes enfants sur ces espaces de cours qui sont beaucoup plus vastes qu'avant. Et on a, en plus de la surveillance intérieure, globalement, la surveillance extérieure des limites de cette école qui, du coup, se sont ouvertes, qui rentrent en friction avec les espaces publics. Suite à cette période, en réponse en fait à la standardisation des cadres de vie globalement, on va avoir des expérimentations qui seront menées dans les années 80. On aura la réintroduction des concours d'architecture qui va permettre en fait l'essor d'une vague d'expérimentation. Ici, on a une belle référence de cette période-là en Loire-Atlantique. C'est le groupe scolaire de Saint-Nicolas-de-Redon. Donc, c'est donc cette école que vous voyez sur la 4e colonne. Donc là, c'est pareil. On constate une vraie évolution déjà du bâti. Le bâti, il va user de formes entrantes, d'angles saillants rentrants, de manière à atténuer les longs linéaires qu'on avait eu à l'époque précédente. Et globalement, la cour, elle va vraiment servir à enlacer ce bâtiment de manière à créer déjà des perceptions agréables depuis les espaces de travail qui vont s'adapter aux enfants. Les allèges de fenêtres, cette période-là, notamment que les allèges de fenêtres vont beaucoup descendre. Donc, et globalement, créer des cadres de vie qui soient beaucoup plus connectés avec les espaces extérieurs, les espaces urbains, mais aussi les continuités paysagères. Et même la topographie sera modelée de manière à aussi participer au développement moteur de l'enfant. Sur Saint-Nicolas-de-Redon, on a par exemple une petite motte, une petite butte qui a été en fait aménagée et recouverte d'arbres. Les enfants de cette école, ils l'appellent la petite forêt. Elle est riche en perception, riche en stimulation, et c'est une école qui est très intéressante et caractéristique de cette période. Et enfin,
On a, donc à l'aube du XXIe siècle, on a effectivement voilà, un changement radical. Soit les groupes scolaires dont on a hérité sont massivement minéralisés, goudronnés, ce qu'on voit ici sur la comparaison d'une photo aérienne de 1999 et 2016, soit, tu peux passer là, soit des nouvelles écoles qui sont, sur lesquelles on observe globalement une réduction de la surface de cours et globalement une minéralisation massive de celle-ci. Donc ces écoles elles procèdent à la suppression des strates végétales inférieures et supérieures, donc des sols et des arbres. Et globalement, on observe donc un renforcement des limites sur l'espace public et globalement un fort appauvrissement de ces écoles. Donc, toutes ces observations, elles montrent que voilà, aujourd'hui, on a évolué vers des enjeux qui sont trois enjeux qui sont prépondérants et qui en fait répondent aux besoins, surtout aux besoins de l'adulte pour encadrer ces jeunes enfants. On a des enjeux de sécurité, donc la peur de l'accident, de la blessure, de la chute et de la responsabilité associée à ces événements. On a des enjeux de propreté, la peur de la saleté, de la maladie, des bactéries. Globalement, en fait, tout ce qui est de l'ordre du vivant, qui n'est pas contrôlé, qui est difficilement contrôlable du moins. Et on va arriver effectivement à ces cadres de vie très aseptisés pour répondre à ce problème. Et on a effectivement un enjeu de contrôle, la peur de la disparition des comportements déviants de l'extérieur, des intrusions aussi, et des actes malveillants. Donc globalement, ces trois enjeux-là, ils vont en fait servir à garantir un risque zéro. Et alors, ces enjeux, ils répondent aussi à des obligations, notamment, on pense au plan Vigipirate qui va obliger les écoles à s'enfermer grâce à des clôtures qui sont effectivement très hautes, jusqu'à 2 mètres. Donc voilà, ces enjeux-là, ils rendent prépondérants. Je veux dire, ces contraintes-là rendent aussi prépondérantes ces notions et ces enjeux. Et donc, la prépondérance de ces valeurs, ça crée des cours en décalage avec les enjeux actuels. C'est ça qu'on peut déjà souligner. Elles ne sont pas malheureusement garantes de la qualité du cadre de vie. Et comme on l'a vu, comme ces enjeux changent au gré des époques, en fait, on se dit qu'ils doivent changer également aujourd'hui pour répondre aux enjeux qui nous semblent bien plus actuels et qui sont donc les suivants. Répondre aux enjeux actuels, ce serait tout d'abord répondre aux besoins de l'enfant, à sa motricité, permettre son apprentissage, sa dextérité, son agilité, son expérimentation, sa curiosité, l'exercice physique, mais aussi garantir son bien-être physique et mental, de confort, fraîcheur, intimité, tranquillité, stimulation, imaginaire, évasion, également libération des émotions. Et enfin, permettre le vivre ensemble, l'égalité des genres, mais aussi la socialisation, à savoir l'acquisition en fait, des normes de vie en société, et aussi la sociabilisation, la capacité à vivre ensemble. Et enfin, le respect des individualités. Mais cette cour doit aussi répondre aux enjeux environnementaux majeurs aujourd'hui qu'on ne pourra pas éluder malheureusement, l'effondrement de la biodiversité, en luttant évidemment à notre échelle. On ne peut pas lutter contre le global à ce moment-là, mais lutter contre la fragmentation des habitats, des corridors écologiques, lutter aussi contre les dérèglements climatiques, au moins réguler les îlots de chaleur, les canicules et tempérer le climat ressenti. Et enfin, limiter le ruissellement excessif des eaux de pluie en permettant l'infiltration des eaux de pluie, en les gérant à la parcelle et en valorisant l'eau comme une ressource, puisque ce qui dit végétal dit bien évidemment besoin d'eau, et donc on pourra la valoriser. Et donc, changeons de référentiel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, c'est ça. Et on va vous montrer en fait que cette petite révolution à laquelle on rêve tous pour le cadre de vie, elle a déjà largement commencé. Parfois, il y a longtemps, parfois un peu envers et contre tous, on le verra, notamment dans le département. Et voilà, donc il y a déjà des initiatives en Europe. Donc, on va dire qu'on s'identifie davantage facilement aux pays d'Europe, à la Hollande, à l'Allemagne, à la Belgique, qui ont en fait une toute autre vision des cours, une attitude différente vis-à-vis de l'enfant, de la pédagogie et de la notion de risque qui a été redéfinie et on en reparlera un peu plus tard. Mais également en France, les choses bougent beaucoup. On peut citer les initiatives des villes de Strasbourg, Rennes, Grenoble, Lille, mais aussi de plus petites villes comme Trappes et des petits villages dans la Drôme. On peut citer également le dispositif des cours Oasis à Paris, alors qui est assez spécifique à Paris. Donc c'est le CIE 75 qui accompagne la ville de Paris, qui a décidé vraiment de transformer massivement les cours d'école. Donc ça a démarré déjà, il y a au moins une dizaine de cours qui ont déjà été entièrement transformés et cela va assez vite et cela se transforme de plus en plus radicalement avec des expériences qui s'enrichissent et les cours seront bientôt assez rapidement renaturés.
Et enfin, en Loire-Atlantique, ce qu'on peut dire, c'est que ça a aussi largement démarré. Parfois, ça a démarré il y a 10 ans, de façon autonome, avec des communes pionnières. On peut citer par exemple Fégréac, Les Touches, Corcouët-sur-Logne, La Chevallerie, Rezé, et nous le verrons à la fin, Bouvron. Donc voilà, ce sont des changements qui se sont faits vraiment avec la volonté d'élus assez tenaces, hein, qui ont vraiment eu raison de s'acharner. Et voilà, en fait, ils ont pu expérimenter du coup la découverte de nouvelles pédagogies, de nouveaux comportements, de nouveaux climats scolaires, et donc de réels bénéfices pour l'enfant. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui.